il m'a fallu me réapproprier mon corps, me réapproprier mes limites. Et ça a été tout un chemin, pas évident, mais un chemin de conscience, un chemin d'amour, quoi. Aussi, ça a demandé beaucoup d'amour, de présence pour moi, en fait, parce que j'ai accompagné des femmes. Hein, j'ai créé rapidement des cercles de femmes. C'était important pour moi d'amener de la conscience, surtout par rapport à son corps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de honte, en tout cas moi dans mon expérience en tant que femme, quand tu as été violée ou abusée, de honte, de culpabilité. En fait, moi je parle de la culpabilité, je parle de la honte et du dégoût en fait, du dégoût envers moi-même, du dégoût envers mon corps. Et du coup, ça a été tout un chemin d'aller reconnecter à moi, de pouvoir me toucher, quoi. Déjà rien que me toucher, ça me dégoûtait, quoi. J'avais vraiment... Du coup, c'était quelque chose de... Ouais, tout un chemin de réapprivoisement de mon corps, de mes sensations, de remettre de la conscience aussi dans cet acte sexuel qu'à un moment donné, j'ai l'impression que je devais faire l'amour pour faire plaisir à l'autre. C'était vraiment quelque chose... C'est comme si c'était une manière de aime-moi, je vais faire ça pour que tu m'aimes, ou je vais faire ça pour que tu me fasses rien, ou que tu sois d'accord avec ça. J'avais peur peut-être aussi de la réaction de l'autre. L'enfant intérieur dans toute sa vulnérabilité. Le podcast le plus authentique au monde, créé par Enfants de Lumière. Merci à chacun d'entre vous pour votre écoute et votre courage afin de venir ressentir ce qui se cache dans votre cœur. Votre expérience humaine s'en trouvera beaucoup plus vibrante et consciente. Merci également de créer un espace pour plus de compassion envers vous-même, votre enfant intérieur, ainsi que votre prochain. Aujourd'hui, la conversation en toute vulnérabilité se déroule avec Mathilde Rebera. Mathilde est une amie proche depuis près de 2 ans. C'est une coéquipière pleine de compassion pour moi. Vous l'avez peut-être connue avec ses partages sur Facebook. Sa page qui compte d'ailleurs plusieurs centaines de milliers d'auditeurs. Elle y partage avec assiduité et de bon cœur multiples réflexions qui vous feront cheminer. Dans ce podcast, nous visitons en profondeur une enfance parsemée de toutes les blessures de l'âme, ainsi que de quelques viols. J'ai découvert une amie extrêmement transparente et vulnérable qui a dû essuyer timidement quelques larmes lors de notre interview. Cet épisode est un des plus vulnérables que j'ai fait à ce jour. Mathilde s'ouvre afin de vous donner foi que peu importe les difficultés de votre enfance, vous pourrez réussir non seulement à retrouver votre lumière, mais également allumer le chemin de guérison pour les autres autour de vous. Je suis donc persuadé que vous allez grandement bénéficier de cette écoute. Les Enfants de Lumière est une communauté pour le bien-être de l'enfant intérieur, et ça autant pour les jeunes que pour les adultes. Cette communauté bienveillante s'adresse aux âmes qui désirent observer en toute vulnérabilité les blessures de leur enfant intérieur afin de prendre en pleine présence un chemin de guérison. L'espace sacré de notre communauté autour de votre enfant intérieur vous accompagne avec amour et douceur en vous partageant différents outils tels que des programmes en ligne, retraites, méditation, séances de breathwork, cercles de partage et bien d'autres. Nous vous invitons à visiter notre site internet enfantsdelumière.com avec un Z afin d'en savoir plus sur nos différents accompagnements disponibles. Aujourd'hui, nous voulons souligner l'ouverture des inscriptions pour notre programme en ligne d'une durée de 2 mois pour adultes intitulé « Repeins l'espace sacré de ton enfant intérieur ». Cette dernière débutera au début de mars 2023. De plus, nous vous invitons à visiter nos médias sociaux et de rejoindre le groupe d'hommes pour des cercles de partage et sessions de breathwork offertes gratuitement et ce, quelques fois par mois. Bonne écoute! Oui, bienvenue à tout le monde, ce merveilleux podcast. Aujourd'hui, je me sens extrêmement choyé. Je vous présente une de mes préférées, une femme que j'ai beaucoup à mon cœur, qui m'a impacté de plusieurs belles façons. Une cousine de France, Mathilde Rebera. Bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour à tous. Comment tu te sens aujourd'hui? Touchée. Je me sens touchée de ton invitation parce que
c'est un sujet qui est précieux, de pouvoir oser cette vulnérabilité. Et du coup, je la sens. J'ai un peu en moi de dire, je me sens vulnérable à l'idée de partager des choses qui sont, qui sont peut-être un peu plus perturbantes ou troublantes ou quelque chose que j'ai pas l'habitude de partager aux autres. Ben oui. Et en même temps, je me sens joyeuse. C'est comme si quand je me relie à toi, c'est aussi une invitation avec mon enfant intérieur de venir et de jouer. Il y a une connexion aussi à la fois de jouer. Oui. C'est bien que tu ressentes ça. J'ai envoyé toute mon équipe autour de toi pour tout ouvrir l'espace pour que tu sois le plus vulnérable possible. Je t'ai jeté des mauvais sorts. Non, c'est pas vrai du tout. C'est une personne qui est très authentique et qui est elle-même. C'est une des belles qualités que j'apprécie de toi. Et puis, aujourd'hui, comme pour les autres podcasts, on aborde le sujet de l'enfant intérieur dans toute sa vulnérabilité. On explore des moments, Mathilde, peut-être que tu as eu des défis lorsque tu étais jeune, des événements qui étaient peut-être plus ou moins doux, comme des événements qui auraient pu être traumatiques aussi. Donc la parole est à toi. On va aller creuser, si je peux m'exprimer comme ça, aussi loin que tu te sens à l'aise, sans trop te brusquer, et puis sens-toi bien libre de me ramener à l'ordre. Si tu dis non, Francis, là, tu vas un petit peu trop loin. C'est trop intime pour moi. Je suis pas à l'aise. Je t'invite à mettre tes limites. Donc, Mathilde, t'es née en France, je disais. Dans quel coin de la France? Je suis née un peu au centre de la France, vers Limoges, en Limousin. Ouais. Et puis, parle-nous un petit peu de toi. Est-ce que tu as eu des frères, des sœurs? Ouais, j'ai une grande sœur et j'ai un demi-frère qui est pas vraiment un demi-frère parce qu'en fait mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans et ma mère a trouvé un compagnon qui avait un enfant à peu près du même âge que moi et du coup on a grandi ensemble et comme on avait le même âge, on a beaucoup joué à l'âge de 7 ans ensemble à plein de jeux. On a joué au Lego, je sais pas si vous avez j'imagine que si c'est partout dans le monde. On a joué aux voitures télécommandées comme c'était un frère. Donc voilà, voilà. Super. Est-ce que tu as toujours une belle relation avec ta sœur, ton frère? Ça se passe comment présentement? Non. Non, je peux pas dire que c'est une mauvaise relation. On va dire que c'est plutôt un peu distant. Ma sœur, on est un peu dans les mêmes milieux, on fait un peu les mêmes choses. Mais je sais pas si c'était depuis notre enfance, ça a été toujours un peu, je sais pas si c'était la compétition, la jalousie. Ou, en tout cas, comme je suis plus petite qu'elle, je pense qu'elle a pas trop aimé le fait que, en gros, elle avait ses parents pour elle toute seule. Et après, je suis arrivée. Et du coup, c'est jalousie qui peut arriver, j'imagine, dans les fratries. Et donc, je suis en lien avec elle parce qu'on partage quand même, mais pas souvent, très peu. Et mon frère, mon demi-frère, on n'a pas du tout les mêmes chemins de vie, de conscience. Et du coup, quand on se voit peu, c'est tranquille, quoi. Mais sinon, on n'a pas vraiment de lien non plus. Je dirais pas qu'on est proches. Oui. Là, tu nous partageais un petit peu que ta mère avait quitté ton père, ou c'est peut-être ton père qui avait quitté ta mère. T'avais 7 ans, si je comprends bien. Comment était l'atmosphère familiale un petit peu avant qu'ils se séparent? C'était compliqué. Ça a été assez compliqué. Et moi, j'ai l'impression que ma mère, elle n'est pas forcément bien. Après, je pense que ça va être cette relation. Mais j'ai l'impression qu'en tant qu'enfant, on perçoit des choses sans pouvoir mettre des mots, de mettre de la conscience. Et moi, j'ai l'impression que, dans mon souvenir, en tout cas, je ne sais pas si c'est exactement la vérité, mais dans mon souvenir d'enfant, ma mère était souvent triste à pleurer. Et je ne comprenais pas trop pourquoi. Et la séparation, c'est, on va dire, très mal passé. Je sais pas si c'est possible. Et je sais pas si ça se passe bien des fois, mais là, ça s'est vraiment mal passé parce que ma mère a rencontré quelqu'un d'autre et elle est partie avec. Et mon père l'a très mal vécu. Il s'est senti trahi et du coup, il a eu beaucoup de colère et de haine envers ma mère. Et du coup, en tant qu'enfant, on était dans cette ambiance. Et moi, en tant qu'enfant, j'ai vu toute la colère de mon père, la tristesse et la colère. Et du coup, je me suis sentie, je pense, impuissante.
Et puis face à cette colère, enfin, il a eu des mots assez durs. Voilà, il était vulgaire, il insultait même pas de tous les noms. Ouais. Du coup, en tant qu'enfant, en plus moi, je pense que j'avais, en tant que femme, et mon modèle c'était ma mère. Du coup, je me construis dans les yeux de ma mère. Et du coup, quand t'entends dire que cette femme, entre guillemets, c'est une salope, du coup, tu as du mal à construire ton image. Tu te dis, mais attends, comment je m'identifie à quoi? Et en même temps, de pas savoir, parce que je sentais que ma mère était triste aussi. Hein, je pense que dans une séparation, en tout cas avec le recul que j'ai, l'âge, je sais que chacun a ses torts et que du coup, je sais que même quand on quitte quelqu'un, c'est pas la joie. En fait, je connais pas, en tout cas dans mon expérience de relation, même si tu choisis de quitter la personne, tu pars pas avec une grande joie, quoi. Il y a quand même quelque chose de douloureux. Donc, je percevais la douleur des deux. Et en tant qu'enfant, c'était dur. J'avais une relation dure avec ma sœur. Donc, il y avait beaucoup d'intensité autour de ça, quoi. Il y a beaucoup de... Je sais pas si tu as vécu ça aussi, mais moi, physiquement, je l'avais vécu quand j'étais jeune. On dirait que mon cerveau, l'engrenage commençait à tourner d'un autre côté là, lorsque tu as vécu l'expérience avec ta mère qui était un modèle pour toi, puis ça déstabilise tes fondations, tes perceptions, tes croyances. Est-ce que tu te souviens un peu comment que tu as réagi physiquement? Est-ce que tu t'es mis beaucoup à pleurer? Est-ce que émotionnellement tu te sentais un petit peu dépressive? Est-ce que tu avais des amis autour de toi? Est-ce que tu étais allé en parler ou tu te sentais complètement seule? Comment était la relation avec ta sœur durant ces moments-là? Ma sœur a eu beaucoup de mal plus à l'accepter, donc c'était, du coup, elle s'est plutôt rebellée. Oui. Moi, je l'ai vécu, je me sentais impuissante, en fait. C'est comme si un endroit, c'était de ma faute si c'était séparé, et c'est comme si j'avais échoué au fait qu'ils puissent rester ensemble. Mm-hmm. Et puis, je me suis sentie plutôt en colère. Après, avec le temps, j'ai voulu prendre plus la défense de ma mère, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est elle qui s'est fait attaquer, alors que de l'extérieur, j'avais pas l'impression qu'elle avait fait un truc horrible. Dans ma tête d'enfant, à 7 ans, ma mère, elle était avec un autre chéri, entre guillemets, elle aimait quelqu'un d'autre. Et du coup, je trouvais que c'est un peu injuste, la colère de mon père, et surtout le fait que pendant des années, c'est comme s'il voulait lui faire payer, quoi. Mm. Et du coup, moi, de mon côté, j'avais envie plutôt de protéger à un moment donné, de protéger ma mère, parce que ma mère, elle ne disait rien contre lui, donc je comprenais pas pourquoi il y avait cette colère qui était là, en fait. En tant qu'enfant, je me disais, c'est quoi je comprenais pas. Et mes parents nous ouvraient l'espace si on avait envie d'en parler, enfin, surtout plus ma mère, parce que mon père, il avait lui pas l'espace, parce que moi, j'ai aussi été témoin en tant qu'enfant de mon père qui pleure, en fait, qui est triste. Il était un peu en dépression pendant plusieurs mois. Moi, en tant qu'enfant, je me suis sentie impuissante aussi de ça, de me dire, mais qu'est-ce que je fais, moi? C'est quoi mon rôle dans tout ça, en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux soutenir? Et du coup, je me suis sentie impuissante, et puis ma sœur, elle prenait assez mal, elle rejetait l'idée que ma mère ait un autre homme dans sa vie, donc elle a été vraiment en colère, plutôt en train de se rebeller, quoi. Donc c'était difficile. Je me souviens encore du moment où ils nous l'ont annoncé. On était en vacances au ski, en vacances de neige au ski. C'était à peu près cette époque-là, je pense que c'était mi-février. Et ils nous ont dit, venez, on a quelque chose à vous dire. Moi, je me suis sentie super mal. Je sentais bien que dans l'énergie, tu sais, en tant qu'enfant, on perçoit dans cette sensibilité. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se trame. Ma mère a tiré la gueule. C'était une ambiance horrible. Et je suis arrivée dans la pièce, et je me suis dit, Mathilde, sois forte. Et quand ils nous ont dit, voilà, on va se séparer. Moi, j'ai regardé ma sœur et je voyais que ma sœur pleurait pas, restait impassible. Donc, je dis, sois forte comme ta sœur, ne pleure pas, ne pleure pas. Et je me suis effondrée, parce que c'était, je sais pas si c'était l'annonce ou si c'était la tension que je sentais qui était palpable depuis des mois, en fait, déjà aussi. Cette décision, elle a pas été prise en une semaine, quoi. C'était quelque chose qui se tramait depuis plusieurs mois. Donc, je pense qu'on subissait inconsciemment, voilà, une sorte de pression émotionnelle. Voilà, je sais pas comment c'est pour des parents, mais
parce que j'imagine que les parents veulent toujours prendre soin des enfants, mais les enfants, ils sentent tellement de choses, je sais pas comment ça peut être au mieux pour pas que les enfants, ils se sentent impactés dans ça. Et en tant qu'enfant, comment on peut faire pour prendre soin, en fait, de soi quand on est au cœur? On est comme un peu, j'ai l'image, on est un peu kidnappé entre les adultes et ceux qui sont tiraillés avec leurs histoires d'adultes, en fait. Au Québec, on dit pris entre l'écorce et l'arbre. Ah ouais. On plus dans une position où est-ce qu'on observe, on subit d'impuissance. Comment tu réagis aujourd'hui avec l'impuissance? Est-ce que tu as des moments des fois que tu te sens impuissante ou tu as réussi à transcender tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, j'accepte mieux l'impuissance. J'ai vraiment été regarder en moi le fait que abandonner, je ne sais pas si c'était un schéma, une croyance, du karma, je ne sais pas trop quoi dire sur le fait que je pensais que c'était ma responsabilité que mes parents soient ensemble et que j'ai échoué. J'avais comme une part en moi qui pensait que c'était mon rôle et que j'avais échoué dans ma mission qu'ils soient ensemble. Et c'est marrant parce que pendant longtemps, quand mes parents ils étaient séparés, mais comme ils pouvaient plus s'adresser à la parole, enfin, ils s'adressent toujours plus à la parole, hein, mais c'est moi qui devais faire passer les mots. Et en fait, je suis arrivée dans un rôle de médiation, malgré moi, tu diras ça à ton père, tu diras ça à ta mère, tiens, tu lui fais passer ce mot-là. Et très tôt, j'ai voulu faire, quand je me suis réorientée, j'ai voulu faire médiatrice. J'ai voulu en faire un métier. Et je vois que régulièrement, quand il y a des tensions entre des personnes, je vais vouloir endosser ce rôle de médiatrice pour essayer de calmer les choses, en fait. Alors peut-être que j'avais ça aussi naturellement chez moi, mais en tout cas que ça s'est aussi accentué dans cette expérience de vie, là, avec mes parents, mais du coup, de jouer la médiation. Je crois que ça, c'est un peu la blessure du rejet, celle qu'on va subir avec le parent du même sexe, qu'on essaie justement d'harmoniser le tout. On va faire en guillemets des compromis peut-être qui sont plus gros, je peux dire, que l'autre partie pour préserver une sorte de paix, d'amour qui est conditionnel en fait. Au sein du travail, de l'unité familiale, de la relation, etc. C'est spécial en t'écoutant, j'ai l'impression d'entendre mon histoire aussi en quelques parties. C'est puissant, et dangereux, ce sentiment de responsabilité que l'enfant peut prendre, la charge qu'elle peut prendre sur ses épaules concernant la relation de ses parents. Je crois que j'ai encore des parties de moi aussi qui sont blessées là-dessus, à ce niveau-là. Ouais, je sais pas si dans j'aime pas trop dire ce mot travail parce que je trouve que c'est un peu, mais dans cette œuvre d'aller reconnecter, d'aller connecter à notre enfant intérieur, d'aller libérer nos blessures, il y a, je sais pas si c'est un chemin toute une vie ou c'est quelque chose, c'est ok, ça y est, j'y suis arrivée, je suis libre. Je sens que, en tout cas dans mon expérience jusque-là, c'est comme des couches qu'on traverse. Il y a des grosses, des fois en déblai, des grosses racines ou des choses qui nous ont vraiment touchés, qui nous stimulent. En tout cas, moi, je sais que mes blessures, ça vient comme me restimuler, et je sens en fonction de l'intensité de l'émotion, de la douleur, je vais sentir où est-ce qu'elle en est, ma blessure. Je sens des fois qu'elle est encore là. C'est comme si j'ai vraiment l'image d'une cicatrice, en fait. C'est-à-dire qu'à un endroit, tu sens encore que ta peau est plus fragile, plus vulnérable, même si ça s'est, comme on va dire, refermé. Mais tu sens encore qu'il y a quelque chose où des fois, tu sens que ça pique un peu quand il y a certains trucs, mais tu dis, ok, avec le temps, on apprend à marcher aussi en conscience avec son enfant intérieur, pour pouvoir aussi apaiser. Parce que moi, je sais que ça a créé beaucoup. Il y a eu 2 événements dans mon enfance, mais ça a créé beaucoup d'insécurité. Oui. Et en tant qu'enfant insécure, j'ai développé plutôt ado j'avais comme des tocs, en fait, de trucs un peu maniaques qui faisaient que ça me permettait de sentir en sécurité. J'avais mon univers quand il était comme ça, rangé comme ça. Mes tocs, c'était plutôt, je veux que ma règle soit comme ça sur mon bureau, ma trousse à cet endroit-là, fallait que tout soit bien rangé au millimètre près. Perfectionniste.
voilà, ça me rassurait. C'était quelque chose de rassurant pour moi quand tout avait l'air en ordre. Du coup, il y avait une sorte de, en tout cas, ce que je perçois avec le temps, de me dire que quand il y a beaucoup d'insécurité, il va y avoir beaucoup de contrôle, en fait. Je vais vouloir contrôler. Et du coup, j'ai vu avec le temps tous les espaces où j'avais envie de contrôler. Ouais. Ben, en fait, c'est exactement, le perfectionnisme, c'est beaucoup la blessure du rejet. Donc, la blessure avec ta mère, un peu, dans cette situation-là. Ouais, je pense que j'ai vécu beaucoup de rejet avec ma sœur. Aussi, ouais. Ouais, qui me supportait pas. Ouais, en fait. parle-nous-en. Ouais, bah, ma sœur, quand je suis née, ma mère m'a raconté qu'elle lui avait dit j'ai envie que ma sœur soit morte. Je préférais qu'elle soit morte. Et ma mère lui a dit écoute, t'as le droit de pas aimer ta sœur, mais tu peux pas lui faire du mal. Et pendant longtemps, voilà, ma sœur, on avait des relations tendues. Elle était tout le temps à essayer c'était tout le temps tendu entre nous. Elle me menaçait beaucoup. Elle était assez agressive, en fait. Je pense qu'elle portait beaucoup de colère. Et du coup, elle se faisait beaucoup fâcher parce que elle s'en prenait à moi. Moi, je criais. Et mes parents, ils disaient arrête d'embêter ta sœur. Et du coup, après, j'ai aussi porté la culpabilité que si ma sœur se faisait fâcher, c'était de ma faute, en fait. Si j'existais pas, ma sœur ne se ferait pas fâcher parce qu'il y aurait personne. Et du coup, il a fallu que j'aille regarder ça parce qu'en fait, il y a quelque chose en moi qui est faut pas trop que je fasse de bruit. En plus, à cause qu'il y a une tension familiale avec cette séparation, ma sœur qui vivait mal, il y a un moment donné, je me dis, il faut absolument que moi, je fasse pas de bruit, que je sois à peu près parfaite dans mon coin pour qu'on ne pas rajouter de la tension familiale à ce qui est déjà en train de se jouer. Donc, il y a comme quelque chose en moi qui était un peu figé, de genre, bon, alors, il faut que tout soit parfait, il faut que je travaille bien. En fait, il faut pas que je me fasse remarquer, surtout ne pas se faire remarquer pour pas rajouter de la tension à mes parents parce que les pauvres, ils ont déjà des soucis, ils ont déjà beaucoup de soucis dans ce qu'ils vivent avec ma sœur. Donc, il faut pas que j'en rajoute à ce que mes parents vivent. Donc, il faut surtout que je reste dans mon coin, dans mon cadre, et que je fasse pas de bruit. Et que comme ça, personne me voit, je rajoute d'attention à personne, de la peine à personne, quoi. Donc, il y avait ça que je portais aussi pendant longtemps, quoi. Se faire discret. Toujours la blessure du rejet. Puis t'es tenu à ta propre lumière. Autrement dit. Est-ce que je suis née à ma propre lumière? Non, tu éteignais ta propre lumière. Tu es comme un abat-jour c'est ça. autour de toi pour pas se faire remarquer et tout. Et pour pas déranger les autres. J'ai l'impression que... Ouais, j'ai dû aller voir ça, en fait, le fait que j'avais peur. En fait, pour moi, il y avait un danger. Soit de me montrer, parce que ça pouvait déranger les autres, soit parce que j'allais éteindre les autres, quoi. Dans ce qui s'est joué dans la relation à ma sœur, parce qu'en fait, du coup, ma sœur, c'était celle qui était un peu l'enfant difficile. C'était l'enfant difficile, donc j'avais envie qu'on la voie autrement, en fait. J'avais envie qu'on la voie autrement que comme ça, donc j'ai essayé de la laisser, la mettre en avant, en fait. Je voulais qu'elle soit mise en avant dès qu'elle était en famille, dès qu'il y avait du monde. Donc j'ai essayé de me reculer pour qu'on lui dise qu'on la voit autrement que comme ça, en fait. Tu nous parlais que tu avais peut-être un autre événement, si j'ai bien compris, tantôt. Tu en avais les deux principaux lorsque tu étais jeune. Ouais. Ensuite, en fait, vers l'âge de 9-10 ans. Oui. Après la séparation, déjà 2-3 ans après la séparation. Ouais, en fait, tout ça, c'était vraiment dur pour moi en tant qu'enfant. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a de la conscience qui commence un peu plus à arriver, qui faisait que je voulais plus vivre, en fait. À l'âge de 9-10 ans, je me suis dit, j'ai plus envie d'être là. C'est trop dur, là. Il y a trop de violence sur Terre. J'arrivais pas à comprendre les gens. Moi, j'étais là pour l'amour. J'ai l'impression que, je sais pas si en tant qu'enfant, on a cette pureté, ce regard-là, et de se dire, qu'est-ce qui se passe, en fait? Pour moi, c'était trop dur, en fait. Je me dis, donc j'ai commencé à avoir des pensées comme ça, de vouloir mourir. Et puis pendant l'adolescence, à partir de l'âge de 15-16 ans, j'ai essayé plusieurs fois de passer à l'acte, et ça a été vraiment j'avais pas un jour où je pensais pas, en fait, pendant plusieurs années. Ça a été très dur pour moi la vie chaque jour, c'était vraiment lourd, en fait. Ça a été quelque chose de compliqué, ouais.
Hmm. Tu t'en avais tellement mis sur les épaules lorsque tu étais jeune, hein? Ouais. Ouais. Puis il y a des choses qui avaient glissé dans mon inconscient. C'est marrant parce que moi, au fur et à mesure que j'avançais dans mon enfance, j'ai l'impression que les années d'avant s'effaçaient en fait. J'ai l'impression que j'avais aucun souvenir. À chaque fois que j'avançais, je me dis mais moi je me souviens même pas ce que j'ai vécu. Et ouais, j'ai l'impression que ma mémoire s'effaçait au fur et à mesure que les années passaient. Je avançais dans une année, j'avais celle d'avant presque qui s'effaçait. Oui. Et il y a des choses qui ont ressurgi à ma mémoire plus tard aussi, qui je pense qu'a contribué au fait que cette soit dur sur plein de plans pour moi. Je pense qu'en tant qu'enfant, on porte évidemment un peu des fois les blessures d'incarnation sur Terre. En tout cas, dans mon expérience, ça peut être dur de vivre cette arrivée sur Terre, cette densité. On porte les blessures de nos familles, en fait, au niveau transgénérationnel. On porte des choses, et puis des fois au niveau karmique. Donc, on peut arriver, entre guillemets, un peu chargé. Donc, je sais pas si tout ça, ça a joué. Et voilà, j'ai traversé tout cet espace difficile et j'ai des souvenirs qui sont revenus à ma mémoire quand j'étais jeune adulte, dû à des faits extérieurs. Et en fait, j'ai subi des attouchements sexuels par mon oncle. Et j'ai eu ça plus tard. Et en fait, le fait que je l'ai vécu quand j'étais toute petite, quand j'avais 4-5 ans, ça a fait qu'il y a eu des répercussions en fait dans ma vie de femme à plusieurs moments. Et c'est quand j'ai commencé à vraiment prendre conscience de tout ça que j'ai pu aller explorer ça pour pouvoir faire ce cheminement de libération de ce que je vivais avec mon corps et dans la relation aux hommes, qui faisait que c'était douloureux pendant longtemps pour moi, quoi. T'avais un beau jeu de cartes, toi, Mathilde? Je sais pas. T'as choisi un très beau jeu de cartes pour t'incarner. Je vais prendre celle-là, je vais transcender X, je vais transcender Y, la séparation de mes parents, le poids, les attouchements sexuels, le rejet de ma sœur qui a envie de me tuer. Pourquoi? Pourquoi que tu penses que t'as choisi ce jeu de cartes-là pour t'incarner? Je pense que ce chemin, quand je le marche aujourd'hui avec la conscience que j'ai, ça m'a apporté beaucoup plus d'amour, en fait, pour l'humain, en fait, pour l'humanité entière, en fait. Je vois, et voilà, le fait, j'ai choisi d'accompagner les gens, hein, mais je peux tellement me relier aux blessures, à tout ça, en fait, le fait que, voilà, que des fois qu'on en a marre, qu'on n'a plus envie de vivre, tout ça, je peux tellement me relier parce que je l'ai vécu. C'est comme si ce jeu de cartes-là, ça m'a permis vraiment d'expérimenter l'amour. C'est-à-dire, est-ce que je peux encore me relever? Est-ce que je peux pardonner? Et quand je dis pardonner, c'est pas excuser, évidemment. Voilà, mais de voir au-delà aussi de ce qui se joue. Moi, je mesure à la fois que quand on est victime, on est bourreau, on a pu être bourreau aussi. Mais encore plus dans sa vie, si moi, je vais pas voir la victime que j'ai été, je vais jouer au bourreau, en fait. Et je sais que j'ai joué au bourreau aussi, en fait. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est à partir du moment où j'embrasse toutes les facettes de l'humain, les plus belles comme les plus moches, alors il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'amour, en fait. Et il y a quelque chose de... Je me libère, en fait, de ces jeux aussi. À un moment donné, il y a certains jeux où je me dis, OK, c'est good, j'ai joué à ça, mais j'ai plus envie d'alimenter ça. J'ai plus envie de... Ouais, j'ai envie d'aller vers moi, en fait. J'ai envie d'aller vers nous, en fait. Parce que je sais que quand je vais vers moi, je vais vers l'humanité aussi entière. Je peux m'ouvrir. Et pour moi, ça a été un sacré chemin aussi de m'ouvrir aux autres. De m'ouvrir aux autres, en fait. À un autre dans la relation à deux ou aux autres dans les relations, dans des groupes, dans des espaces de partage. Ça a été vraiment très difficile pour moi parce que je pense que, au fur et à mesure qu'on a des blessures, on met pas mal de carapace, quoi. Beaucoup. Donc, Beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion, je crois que tu as développé, que tu as réussi à faire place dans ton cœur pour les autres. Je crois que c'est une des plus belles, sinon la plus belle qualité qu'une personne peut avoir, surtout une personne qui est
qui a la mission, si je peux m'exprimer comme ça, d'accompagner d'autres gens. Cette compréhension d'énergie, de toutes ces subtilités qui fait en sorte que la personne en face de nous ou les personnes lorsqu'on agit en groupe, on se sentir dans un espace sécurisé. Parce que là, ils vont pouvoir s'ouvrir. Parce qu'ils sont compris. Ouais. Ouais, c'est un chemin aussi d'aller sécuriser mes propres parts intérieures, mon propre enfant intérieur, de me dire, ok, combien de fois dans ma vie j'ai eu l'impression de devoir tenir la main, ma petite fille intérieure, de dire ça va, en fait, tout va bien, en fait, je sais que le monde a l'air dur, je sais que tu as envie de te cacher à des moments donnés, je sais que tu préfères être sous la couette, loin de tout ça, mais on est ensemble, en fait, et je sais qu'aujourd'hui, je sais aussi que je peux poser mes limites, je sais qu'aujourd'hui, je peux prendre soin, je sais qu'aujourd'hui, je peux demander du soutien, de l'aide aussi, s'il y a besoin. Et du coup, quelque chose où je me sens moins seule. En tout cas, ma petite fille intérieure se sent moins seule qu'à l'époque où elle peut se sentir démunie, où à des moments donnés, c'est genre, pourquoi j'ai tout ça qui m'arrive? C'est quoi ce poids qui arrive sur mes épaules, quoi? Et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de plus léger, même dans les traversées. Il y a toujours des traversées, hein. Je pense pas qu'il y a un moment donné, on arrive, on dit, il y a plus d'émotions. Je pense qu'il y aura toujours des hauts, des bas, des intensités. Oui. Il y a quelque chose de plus paisible, en fait, dans toutes ces intensités. Il y a quelque chose de la confiance que je vais pouvoir les traverser et que malgré des fois les émotions les plus difficiles, les plus douloureuses, je suis là, je suis encore en vie, en fait, je suis debout. C'est beaucoup de sagesse. C'est de la sagesse, moi, lorsque ces parties-là font partie prenante de nous, sont intégrées dans notre jeu, dans notre ADN, dans notre corps. Est-ce que tu es content de ce jeu? Pas contente, mais en regardant le passé, est-ce que tu crois que d'être atterri dans ce terrain de jeu-là avec tes parents en valait la peine pour qu'est-ce que tu es venu développer, le jardin que tu es venu faire fleurir sur la terre? Est-ce que tu es encore dans un point de confusion là? Je sais pas, peut-être que je vais mieux comprendre au travers du temps, ou non, français, c'est vraiment de la merde. Pourquoi se faire aussi mal? Non, je suis en paix, en fait, j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec mon passé. J'ai écouté une phrase de quelqu'un qui disait je ne changerai pas une seule seconde de mon passé, mais je ne revivrai pas une seule seconde de mon passé. Et je pense que c'est arrivé dans cet espace où j'ai envie de rien changer, mais je n'ai pas envie de le revivre non plus. Et ouais, en fait, c'est comme ça. En fait, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me dis, ok, de toute façon, c'est comme ça. En fait, là, j'en suis là, et là, j'ai pas le pouvoir de changer mon passé. Il est comme il est. Il m'a apporté ce qu'il m'a apporté. Et en effet, je pense que ça m'a fait grandir aussi. Ça m'a permis de comprendre. Et je sais pas, des fois, je me dis, mais comment on pourrait prendre soin des enfants? J'ai eu cette question-là. Puis en même temps, je me dis que les enfants, on peut pas les mettre sous cloche pour que surtout il leur arrive rien. Je pense des fois, en tant que parent, on aimerait qu'ils aient jamais mal, qu'ils soient jamais blessés, et en même temps, on fait du mieux qu'on peut. En fait, j'ai vraiment cette conscience qu'à chaque instant, on fait du mieux qu'on peut, quoi. Et je pense que faire la paix avec mon passé, c'est aussi faire la paix avec toutes les réactions que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu jouer de pas cool, en fait, aussi, parce que oui, on peut dire entre guillemets que j'ai été victime à des moments donnés, mais à un moment donné, j'ai été bourreau. Je pense que j'ai fait souffrir des gens aussi, entre guillemets. Donc voilà, pour moi, c'est faire la paix avec mon passé, c'est de me reconnaître imparfaite et de m'aimer quand même, en fait, et de me dire, ok, est-ce que j'ai un cœur encore ouvert malgré tout ça, en fait? Est-ce que je peux encore ouais, c'est ça que j'ai envie de m'offrir comme cadeau. C'est ce que je me suis assez aimée dans tout ça et dans tous les jeux que j'ai pu faire, en fait, dans tous les jeux que j'ai choisis.
Super. Qu'est-ce qu'elle fait, Mathilde, pour s'aimer? Qu'est-ce qu'elle fait pour s'aimer? Elle prend le temps de s'écouter, en fait. Elle prend le temps d'écouter ses peurs, ses doutes, ses joies aussi, ses envies de célébrer. Elle prend le temps d'aller écouter aussi ses parts intérieures qui peuvent être jugeantes. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de jugements intérieurs sur que je faisais pas assez bien, que j'étais nulle, que je sais pas où est-ce que je développe ces parts-là, mais je sais pendant longtemps, à chaque fois que quand j'étais à l'école ou quand je ratais une évaluation, un examen, j'avais une part de moi qui me mettait plus bactère, quoi, qui me disait mais t'es vraiment qu'une grosse merde, tu vois, t'y arriveras jamais à rien dans la vie, quoi. C'est drôle parce que cette phrase-là, je l'ai jamais entendue de mes parents. Ça, c'est sûr que j'ai jamais entendu de mes parents, mais il y avait une part de moi, j'ai l'impression que avec le temps, quand j'ai plongé dans ces mécanismes humains, j'étais passionnée de ça. Je me disais, mais comment fonctionne l'humain? Comment fonctionnent les mécanismes? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, qu'on joue à ça et qu'on a ces réactions-là? Je me suis rendu compte que la part de moi qui me disait, mais t'es vraiment trop nulle. En fait, c'était une part gardienne qui voulait me protéger de la déception. Et que, du coup, pour pas que je sois trop déçue, elle me mettait déjà une couche. C'est comme si c'était une préparation pour que je sois pas trop déçue. Ou que j'atteigne pas très haut les choses, parce que si je vais pas trop haut, je pourrais pas redescendre trop bas. Donc elle me dit, si tu restes bien bas, tu pourras pas te faire mal. Tu pourras pas tomber de défense, Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'accueillir tout ça, en tout cas, ça revient plus. Aujourd'hui, j'ai plus ça. Mais ouais, c'est de m'écouter et d'aimer ça, en fait. C'est comme, j'ai vraiment une image, c'est un peu exactement comme ton logo, en fait, que t'as. On est autour du feu et on est en train de parler et puis chacun peut s'exprimer, chacun peut être écouté, aimé. Et déjà à l'intérieur de moi, que ce soit dans mes peurs, mes doutes, mon insécurité, si j'ai de l'insécurité qui arrive en disant oh mon Dieu, ou dans ce qui me fige en fait, me dire mais attends, tu vas pas y arriver là, je dis oh c'est ok, là pour l'instant j'ai peut-être pas les moyens en fait, et c'est de m'offrir cette compassion et cet amour renouvelé en fait, parce que pour moi l'amour c'est à chaque instant en fait, je rechoisis à chaque instant de m'offrir cet amour, c'est pas quelque chose d'acquis, je me dis pas ça y est je m'aime, j'ai même pas à y penser quoi, je sens que en tout cas je choisis de mettre cet amour et cette tendresse envers moi-même. Ça me demande de le rechoisir et de mettre de la conscience à cet endroit-là, de la vigilance, quand des fois, je sens des parts plus jugeantes qui arrivent, quoi. Ça me touche, qu'est-ce que tu partages? Parce que ce discours-là, des fois, on va l'entendre avec notre relation amoureuse. Mais je crois, honnêtement, c'est la première fois que je l'entends avec notre relation d'amour envers soi-même. Ouais. C'est quoi le plus beau enseignement que ton père t'a légué? Ah, c'est intéressant. C'est quoi le... Ou ta mère, si tu peux commencer par une ou par l'autre, par un par l'autre. Ouais, les deux, je pense que c'est la résilience, quoi. Je crois que je me dis que eux aussi, vu ce qu'ils ont traversé, quand je connais leur histoire, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, je me dis waouh, et ça me connecte, et ça me touche parce que je suis reliée à tous les êtres humains qui traversent des choses tellement terribles et qui sont encore là debout. Il y a à partager ce qu'ils sont à partager, et du coup je suis super touchée, quoi. Je me dis waouh, moi je suis émue et touchée de ce processus de résilience que l'être humain il a, de se relever, de continuer d'aimer, en fait, de continuer d'aimer malgré des fois la violence de l'homme. La violence qu'on porte en soi, la violence qu'on reçoit, et on est encore là à chercher à s'aimer, tu vois, à ouvrir des espaces aussi beaux que tu es en train d'en ouvrir là, et je me dis waouh. Ouais, je suis émerveillée par cet amour que l'on porte. Moi, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question du coup, mais... Ah oui, la résilience, je crois que c'est un des traits de caractère qui est nécessaire à tout bon starseed qui va être purifié au feu ardent, si je peux m'exprimer comme ça, fort probablement au courant de sa vie, du moins génération à nous, parce qu'on avait beaucoup à créer de plus en plus d'espace puis une structure pour la jeune génération qui arrive, qui eux ont peut-être moins de trauma, qui sont plus habilités à vraiment faire éclore
à faire produire, créer des fruits pour qu'on puisse récolter et tout. Beaucoup de travail de dur labeur pour nous, si je peux m'exprimer. Ouais. M'exprimer comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouvrir le chemin, le purifier pour que ceux qui arrivent puissent plus facilement mettre en place les structures, les idées novatrices, créer, quoi, pour que ça soit plus fluide. Comment qu'on peut faire ça si on n'a pas ouvert le chemin en nous au départ? C'est ça la bénédiction, le cadeau caché. Ton plus beau souvenir de ton enfance? Si on arrête de broyer du noir pour quelques instants avant de peut-être y retourner, mais t'as des beaux souvenirs? Ouais, je sais pas, faire de la balançoire. J'ai une image de ma petite fille intérieure à un moment tout de suite. Non mais c'est important de faire de la balançoire. Ouais. Ah, ça me rappelle... je sais pas si c'est le moment, mais ça me connecte ma petite fille intérieure. J'avais fait une journée de connexion de ma petite fille intérieure il y a 4 ans, je crois. Je lui dis, bon voilà, je me réveille et j'ai décidé de passer la journée avec ma petite fille intérieure en conscience, quoi. Donc je lui parle, je la perçois, je la vois, elle est à côté de moi. Puis donc elle est à côté de moi, puis elle me dit, tu joues à quoi? Moi je la regarde, je dis, bah je joue pas, tu vois, là je travaille. Et là elle me dit, comment ça tu travailles? Elle me dit, mais est-ce que c'est amusant au moins? Bah je dis, c'est amusant. Pas trop. Donc elle m'a dit, donc en fait tu fais un truc qui a pas l'air amusant. Bon, t'as des amis au moins pour jouer? Bah, j'ai pas vraiment d'amis pour jouer. Alors elle me regarde, c'est comme si... Et du coup, j'ai continué toute la journée avec elle et à chaque fois, il y avait des prises de conscience et une spontanéité. Et du coup, j'étais là, des fois, mais ça se dit pas. J'étais là, j'avais vraiment cette perception qu'elle était là avec moi, je l'entendais, j'avais vraiment ça. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience ce jour-là comment je mets du jeu dans ma vie, quoi. Waouh, je me dis mais ouais, c'est ça quoi. Et je me suis souvenu que pendant très longtemps, j'ai pas voulu grandir en fait. Je me suis dit voilà, le monde d'adulte, ça a l'air super chiant. Ils ont l'air tous stressés, ils ont tout l'air tristes, déprimés. Ils ont l'impression qu'ils portent le monde sur leurs épaules. Je me suis dit moi, je vais peut-être préférer rester enfant. Ça a l'air d'être un peu mieux, plus fun quoi. Même si Peter Pan. De quoi? Ah oui, puis ça Peter Pan, ouais, c'est ça. Même si je sais que même en tant qu'enfant, j'ai porté des choses d'adulte que j'aurais peut-être pas dû, en fait, à des moments donnés, mais ouais, il y avait quelque chose de, ok, est-ce que je peux juste continuer à jouer même, parce que je sais pas parce que j'ai grandi que je peux plus jouer, en fait, et avoir de la joie, en fait. Pour moi, le jeu, c'est beaucoup relié à la joie, quoi. Est-ce que tu t'amuses assez présentement dans ta vie? Moi, en tout cas, il y a plus de fun. J'ai remis plus de fun ces dernières années. Je sais que je fais quelque chose que j'aime. Je crée, en plus je crée, je dessine, donc ça c'est chouette aussi. Je sais pas, est-ce que je m'amuse assez? Je sais pas, mais en tout cas, ouais, quand même, il y a beaucoup plus de jeux que je me sens moins être un adulte sérieux et un adulte, on va dire, triste et stressé. Je me suis créé des espaces pour pas que ça soit du stress, en fait, parce que je sais que j'ai vu beaucoup, en tout cas mes parents stressés par leur travail, la pression, et pour moi, je me dis, oh là là, ça m'a pas donné envie, donc je me suis créé des espaces pour que ça soit moins stressant, que ça soit plus joyeux pour moi d'y aller. Du coup, c'est joyeux, parce que j'ai un métier que j'aime, que j'ai créé, qui est en lien avec moi, avec mes talents, donc ça, c'est chouette. Est-ce que ça manque de jeu? Je sais pas. Peut-être ça manque des fois un peu plus de fun. Mais là, regarde, je suis partie faire de la luge. J'ai roulé boulet dans la neige. J'ai fait des trucs. Je me suis dit, mais non, tu peux pas faire ça. T'es adulte. C'est tellement le fun. Ouais. On fera une compétition un jour. Tu viens au Québec, on fera une compétition de luge. Nous ici, on dit de traîneau. Peu importe. La personne qui va la plus vite, la plus loin. C'est ça. Une bataille de boules de neige et tout. Ouais. Ça, t'es mieux de faire attention à toi parce que j'en ai quelques-unes derrière la cravate, là. J'ai de l'expérience. Ah, je vois ça. Oh là là. Moi, j'ai pas trop d'expérience, mais comme c'est le fun, c'est juste la joie, c'est cool. Il y a beaucoup de plaisir, certainement. Donc,
pour revenir avec ton enfant intérieur qui te demandait si tu avais des amis et tout, comment tu as vécu ton enfance? Avais-tu un cercle d'amis que t'appréciais? Est-ce que il était plutôt petit, très grand, mais pas très proche? C'était comment tes relations d'amitié pour toi lorsque tu étais jeune? J'étais plutôt solitaire. Enfin, j'avais Ouais. des amis normalement à l'école, mais j'étais pas quelqu'un en dehors de l'école qui me disait vite, faut que je vais aller voir des amis. Non, je voyais pas vraiment d'amis en dehors de l'école. Et après, j'avais cette connexion quand j'étais enfant. Je parlais à mon guide et je voyais d'autres êtres à qui je parlais et à qui des fois m'ont beaucoup soutenu dans les traversées qui étaient difficiles enfant. Je pense que mon guide, à qui je parlais tout le temps, à un moment donné, ma mère a dit, à qui tu parles? Je sais pas, il y a quelqu'un qui est là, il s'appelle comme ça, il est là tout le temps avec moi. J'ai aimé que elle me prenne pas pour une folle et qu'elle me dise, ah, ok. Et qu'elle m'a dit, c'est peut-être ton ange gardien qui est là. J'ai dit, ah ouais, peut-être. C'est chouette comme idée, en tout cas. Ouais. Et je sais qu'il y a des moments donnés où j'ai beaucoup eu peur d'être abandonnée, que j'étais à une activité, ma mère, elle était en retard et je me suis dit, ça y est, elle m'a abandonnée. En fait, elle viendra jamais me chercher. Ouais. Et je sais que mon guide, il venait et puis il me faisait des grimaces. Je me suis dit, mais arrête, c'est pas le moment de faire des grimaces, je vois bien que là, c'est sérieux. Il me faisait des grimaces pour me faire rire et ça marchait à chaque fois, je rigolais. Et c'est comme si c'était une manière, je sais pas, avec le recul, je voulais de dédramatiser le focus sur lequel j'étais en train de me dire, les histoires qui se racontaient dans ma tête en tant qu'enfant, de me dire, ça y est, on m'a abandonnée, alors que, mais non, c'était juste qu'elle était en retard, mais que dans mon sentiment d'enfant, on voulait peut-être plus de moi, ou je sais pas, et qu'on allait me laisser, qu'on n'allait plus jamais revenir me chercher. Et ouais, du coup, j'étais pas. Après, ça s'est passé avec le temps, parce qu'étant adolescente, quand j'ai traversé des choses plus difficiles, je me dis ouais, ça c'est de la merde. S'il y avait vraiment des guides ou des anges gardiens, je vivrais pas des trucs aussi durs. Donc, sinon, vous serez en train de m'aider. Et du coup, j'ai dit, je vous parle plus puisque c'est ça. Et j'ai fermé un peu mes perceptions, mes convictions à ce moment-là. Après, voilà, j'ai toujours eu des amis quand même avec qui je m'entendais bien. C'était cool, mais pas très proche. J'ai pas eu de relation vraiment proche, quoi. J'étais beaucoup, on va dire, dans mon univers. Très tôt, dès que j'ai pu lire, j'étais dans les livres. Mon univers était beaucoup dans les livres, les histoires fantastiques. C'était ma passion. C'est ma manière de m'évader aussi de mon quotidien. Ouais. C'était pas nécessairement le sport ou les trucs artistiques ou l'équitation. T'as du temps avec toi-même, la lecture et tes amis imaginaires, ton monde. Un petit peu, ouais. Puis après, ça a été comme si, on va dire que j'étais très sollicitée quand j'étais chez ma mère par mon demi-frère qui lui avait été un enfant unique et du coup, il avait besoin de jouer et du coup, j'étais là, donc il voulait vraiment jouer avec moi alors que moi, j'avais envie d'être seule. Il comprenait pas que j'avais envie d'être plus seule et du coup de lire. Donc des fois, il cachait mes livres pour dire, ah, tu peux plus lire, il faut que tu joues avec moi. J'ai caché ton livre. C'est coquin. Ouais. Ouais. J'étais un peu gêné de te poser la question. Est-ce que si tu as envie d'aller embarquer sur le sujet, de visiter le tout, mais sens-toi libre de dire non aussi. Te parler brièvement de l'expérience un peu que tu as eue avec ton oncle, qui a fait des attouchements. Tu sais, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes, à des hommes aussi. Aux hommes, c'est différent, c'est pas nécessairement un contrôle physique, c'est plus un contrôle psychologique. Mais peut-être pour encourager certaines femmes à aller visiter ça, si t'en as envie. Ça a été quoi ton chemin de guérison pour cette expérience-là? Est-ce que t'en étais consciente? Est-ce que t'as délité le tout? Est-ce que c'est en faisant de la régression par la suite que t'as remarqué ça? Comment? Ouais, c'était un chemin parce que j'ai commencé à faire, à l'âge de 9 ans d'ailleurs, j'ai eu des cauchemars. Où je me souviens, une fois j'ai raconté un cauchemar que je me faisais toucher dans mon rêve. J'avais raconté ça à ma sœur à l'époque. Je me dis c'est trop bizarre, j'ai fait un rêve où j'ai un homme que je connais pas qui me fait des attouchements, qui me caresse le sexe en fait. Et j'ai pas mis de conscience dessus parce que moi, à l'époque j'avais complètement occulté, puis j'étais petite quand même. Et je pense pas que c'était quelque chose que je voulais me souvenir.
Et en fait, le fait est que j'ai revécu j'ai revécu des viols en plus à l'âge jeune adulte. Oui. Mais que j'ai aussi, que j'ai pas conscientisé. Puis c'est un jour que j'avais démarré un travail sur moi. Et puis j'ai une amie qui me fait un miroir un jour je lui dis, c'est bizarre, cet homme-là, ça fait 3 fois que je lui dis non. J'ai l'impression qu'il n'entend pas mon nom. J'ai l'impression que mon nom est pas entendu. Et quand elle m'a répété cette phrase, elle m'a dit, à quel moment dans ta vie t'as eu ton nom qui n'a pas été entendu? J'ai commencé à avoir des sensations avec mon oncle, en fait, qui sont remontées. Wow. Et j'ai choisi à ce moment-là, évidemment, d'aller faire un chemin en conscience, me faire accompagner, pour aller voir qu'est-ce qui se jouait dans la relation, qu'est-ce qui s'était joué. Et voilà, donc j'ai été faire une guérison des blessures du passé. C'était une époque avec une thérapeute. Mais il a fallu que je fasse, ça s'est fait sur plusieurs années parce qu'il y a eu des choses qui ont été à cette époque-là, on va dire, libérées, transmutées. Et ensuite, il a fallu que j'aille voir d'autres choses en fait qui s'étaient rejouées, que j'avais pas été voir à l'époque, parce que j'avais aussi, je me suis dit bon, je vais voir ça, puis après c'est terminé quoi. C'est genre je vais juste voir à l'époque de mon oncle et puis basta, j'ai réglé l'histoire quoi. Et c'était pas aussi simple que ça. Et du coup, j'ai dû aller faire ce chemin-là de conscience sur d'autres espaces il m'a fallu me réapproprier mon corps, me réapproprier mes limites. Et ça a été tout un chemin. Pas évident, mais un chemin de conscience, un chemin d'amour, quoi. Aussi, ça a demandé beaucoup d'amour, de présence pour moi, en fait, parce que j'ai accompagné des femmes. J'ai créé rapidement des cercles de femmes. C'était important pour moi d'amener de la conscience, surtout par rapport à son corps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de honte. En tout cas, moi, dans mon expérience en tant que femme, quand tu as été violée ou abusée, de honte, de culpabilité. En fait, moi, je parle de la culpabilité, je parle de la honte et du dégoût, en fait. Du dégoût envers moi-même, du dégoût envers mon corps. Et du coup, ça a été tout un chemin d'aller reconnecter à moi, de pouvoir me toucher, quoi. Déjà, rien que me toucher, ça me dégoûtait, quoi. J'avais vraiment... Wow. Du coup, c'était quelque chose de... Ouais, tout un chemin de réapprivoisement de mon corps, de mes sensations, de remettre de la conscience aussi dans cet acte sexuel qu'à un moment donné, j'ai l'impression que je devais faire l'amour pour faire plaisir à l'autre. Et c'était vraiment quelque chose, c'est comme si c'était une manière de aime-moi, je vais faire ça pour que tu m'aimes, ou je vais faire ça pour que tu me fasses rien, ou que tu sois d'accord avec ça. J'avais peur peut-être aussi de la réaction de l'autre. Donc en fait, il y a eu des moments donnés où je faisais l'amour pour pas avoir peur de l'autre, en fait, pour aller dans son sens, pour que tout se passe bien, quoi. Entre guillemets, quoi. De manière plus ou moins consciente, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment fait un chemin de guérison, d'accompagnement, sur plusieurs années. Et c'est beau. Et en même temps, je trouve ça super beau d'avoir emprunté ce chemin parce que ça a mis beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de présence. Et waouh! Et il y a un espace, enfin, il y avait vraiment, aujourd'hui, je me sens vraiment plus dans mon corps parce qu'il y avait vraiment cet espace de dissociation aussi. Oui. Et du coup, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus dense, je me sens beaucoup plus en présence, je me sens avec moi-même. Et ça, c'est... quand on a passé beaucoup de temps en dehors de son corps, quand on réintègre, c'est là genre, oh, ça va, c'est vrai, c'est ça qu'on ressent quand on est vraiment là avec soi. Je sens que les sensations sont quand même décuplées. Ouais, ouais. C'est genre, l'appréciation. Je me sens plus vivante. Ouais, ça t'offre clairement l'opportunité de une autre corde à ton arc. Pour pouvoir accompagner les femmes qui ont été victimes de viol, d'inceste. Ouais, je pense, j'en ai accompagné beaucoup évidemment, d'accompagnement individuel, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, il y a eu des choses qui sont ont vécu aussi ça, on en parle peu parce que on a l'impression que les femmes c'est plus vulnérable, mais les hommes ont vécu aussi. Il y a des incestes fantômes qui existent, c'est-à-dire que c'est plus psychologique, comme tu disais, c'est pas physique. Et puis il y a aussi beaucoup par l'Église. Je sais que c'est pas trop notre génération, mais les générations d'avant ont été beaucoup d'abus aussi sur les hommes au niveau de l'Église. Il y a des films qui ont été faits, des documentaires sur ça. Autant d'autres hommes que j'ai entendu aussi des histoires des sœurs. Sur des jeunes hommes, des jeunes adolescents et tout. Ouais,
Et ouais, j'ai des frissons parce que ça veut dire que l'humanité à cet endroit-là, il y a tellement de violence et de violence physique. C'est tellement ancré en plus, j'ai l'impression, depuis des générations, depuis des années, des centaines d'années, ces espèces de violences. Les films du Moyen-Âge et tout. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir plein d'histoires de... Ouais. Donc il y a tellement de mémoire collective, d'abus à libérer. Moi, c'est aussi ce chemin-là que j'ai envie que j'emprunte aussi une fois que j'ai œuvré beaucoup sur moi. C'est comment au niveau du collectif, tu aides à transmettre, à libérer tous ces espaces-là de violence, quoi. Parce que ouais, c'est qu'on porte soi-même, mais on porte aussi le collectif, le transgénérationnel, parce que des fois il s'est passé, il y a des secrets, des non-dits dans les familles, il y a des viols qui sont passés et voilà, donc on peut emporter, même si soi-même on n'a pas vécu, on peut avoir des empreintes en fait du collectif ou de sa famille en fait. Tout à fait. Beaucoup de défis. Ouais. Beaucoup de défis. Mais en même temps, c'est un chemin d'amour en fait. Est-ce que je suis ok par l'amour? Pour moi, il y a quelque chose qui transmet pas l'amour, genre pas l'amour bisounours quoi, mais il y a vraiment une vraie reprise de pouvoir, de revenir dans son axe, de savoir poser ses limites. Ça veut pas dire que quand tu es dans l'amour, tu dis oui à tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu sens ce qui est plus juste pour toi, d'accepter, de pas accepter, de dire oui à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. C'est aussi se réapproprier un vrai oui et un vrai non, en fait. Quand c'est oui, que ce soit un vrai oui, quoi. Parce que combien de fois dans nos vies, on a pu dire oui alors qu'en fait, on n'était pas très à l'aise, on n'avait pas très envie, mais on avait un peu peur. Ouais. Et c'est se réapproprier en soi sa parole et son oui, son non, quoi. Ça serait quoi ton message que tu voudrais livrer aux enfants intérieurs de nos auditeurs? De jouer en fait, de cultiver cette joie, parce qu'en fait, pour moi, quand on se relie à son enfant intérieur, il y a vraiment cette spontanéité, cette insouciance. Et je pense qu'on porte, malgré tout ce qu'on a vécu, je pense qu'on porte encore cette insouciance. En tout cas, moi, je me sens porter comme cette insouciance malgré tout ça. Rien de tout ça n'est venu détruire ça, en fait. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose en nous qui est inaltérable, en fait. Et c'est comme un joyau qui, même s'il est obstrué, s'il y a eu des coups, s'il y a eu de la boue dessus, si on a essayé de l'attaquer, qu'on a juste mis des remparts pour moi, il y a quelque chose en nous qui est inaltérable. Et l'invitation, c'est d'aller se connecter à ce joyau qu'on porte tous en nous et à travers cet enfant intérieur qui nous ramène à cette joie, à cette spontanéité, à cet amour. Parce que les enfants que je croise aujourd'hui, et je me souviens plus trop celles que j'étais, mais en tout cas ceux que je croise, il y a cet amour en fait. C'est salut, je t'aime. Moi, je me souviens que je me suis occupée d'enfants. Au bout de 2 heures, les enfants me disaient oh, mais je t'aime, tu sais. Ok. Bah, moi aussi, je t'aime. Il y a vraiment cette ouverture, cette spontanéité que c'est sûr qu'on retrouve moins chez les adultes. En tout cas, quelque chose comme ça qui est d'aller jouer en fait, de se rappeler à jouer. Je sais que ce jour où j'ai parlé à ma petite fille intérieure qui m'a dit mais tu joues à quoi? Je joue à quoi? J'étais trop sérieuse. J'étais déjà devenue trop sérieuse en fait. Mais remettre de la légèreté du jeu dans sa vie, quoi. C'est précieux. Yes. Merci beaucoup, Mathilde. Merci pour cette invitation. Mathilde, qui est une sage-femme de l'être. Elle accompagne les gens avec sa médecine multidimensionnelle à se redécouvrir, à renaître. Puis, elle a plusieurs outils, cordes à son arc, comme que vous avez pu voir, beaucoup de clairvoyance, de sagesse. Tout aussi familière avec le human design. Elle aime beaucoup. C'est une bonne artiste. Vous pouvez voir quelques dessins qu'elle a concoctés à l'arrière. Elle s'amuse à faire des dessins vibratoires pour ses clients, ses clientes, aussi des formes de géométrie sacrée, des fois qui vont également être utilisées pour des logos. Ouais. Mathilde, pour moi, c'est une femme
une amie merveilleuse lorsque j'ai besoin d'écoute, de me plaindre, de jouer à la victime un petit peu. Mathilde a toujours une écoute, une bonne oreille pour moi, puis avec une douceur presque incomparable, me ramène pour que je puisse réaliser par moi-même l'importance de prendre responsabilité. Ok, je vous dépose en bas plus d'informations sur elle. Je vous encourage fortement à aller la suivre sur Facebook et Instagram. Et puis d'apprendre à la connaître avec ce qu'elle partage, puis peut-être un jour faire appel à ses services. Si ça résonne avec vous, si vous croyez qu'elle va pouvoir vous accompagner dans votre cheminement de renaissance avec vous-même. Merci Mathilde. Grand merci à toi pour ce que tu œuvres et cette reconnexion intérieure qui est tellement précieuse à son enfant intérieur. Donc merci, merci. Merci tout le monde. Nous espérons que cet épisode a pu vous aider à visiter en toute vulnérabilité certaines parties de votre enfant intérieur, peut-être même certaines parties blessées, à lui accorder, à lui donner de l'amour. Nous vous rappelons que l'ouverture des inscriptions pour notre programme en ligne d'une durée de 2 mois pour adultes intitulé « Repeins l'espace sacré de ton enfant intérieur » se termine début mars 2023. De plus, nous vous invitons à visiter nos médias sociaux et de rejoindre le groupe d'hommes pour des cercles de partage et des sessions de breathwork offertes gratuitement et ce quelques fois par mois. Si vous avez apprécié ce podcast, nous encourageons à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et puis peut-être à le partager également à 1 ou 2 personnes de votre entourage pour qui cet épisode pourrait donner de la douceur dans leur vie. Merci beaucoup. À bientôt les amis zen.